Vous écoutez Arte Radio. Le temps qu'il fait. Oui, surtout, on a passé tous les temps possibles depuis septembre dernier. Donc, Stéphane Monod, avocat de partie civile. Oui, parce que c'est 9 mois, c'est passé. On aura fait toutes les saisons. Parce que là, On on est aura revenu à fait l'été. toutes les saisons, exactement. Oui. Bah, l'idée, c'est ça. Mais c'est... Allez-y. Moi, je suis pas partie civile. Non, mais allez-y. Ok, merci. Oui, la notion du temps qui passe, oui. Et puis l'évolution des personnes et du regard que chacun porte sur le procès avec le temps. La question de la partie civile, c'est pourquoi, en fait. Pourquoi ça m'est arrivé à moi, pourquoi c'est arrivé. Et c'est l'intérêt un peu de ce procès, c'est que les parties civiles ont peut-être une meilleure compréhension de ce qui s'est passé. Même si c'est une compréhension partielle, parce que je ne pense pas qu'il y aura une compréhension totale, parce que personne ne comprendra l'ensemble, il n'y a pas de vérité complète, mais ce sont des vérités, et le procès permet aux parties civiles de mieux les cerner. Le procès du 13 novembre, sur écoute. Le terrorisme, c'est le contraire des mots. C'est le contraire des mots. On inflige la terreur, on va pas parler, on tire. Un documentaire de Aurore Juvenel et Mathilde Sergent-Mirbeau. Réalisé par Charlie Marcelet. On est complètement piégé. Donc, s'il y a une leçon qu'on peut donner à l'État islamique, qui n'en a rien à foutre, c'est que nous, on va mettre des mots. La cour d'assises va mettre des mots. 4e épisode, les mots. Pour les Archives nationales, ma mission, c'est de mettre en mots. Faire une synthèse uniquement factuelle, la plus désincarnée possible, de ce qui se passe à l'audience, de ce qui se passe à l'écran. Ça fait 1 semaine que cet écran me renvoie un immense vide. Au total et durant la période du 15 juillet 2015 au 18 juillet 2015, on a constaté 42 contacts téléphoniques entre X et Y, ce qui correspond à 25% des 165 contacts que les intéressés ont eus entre le 6 juin 2015 et le 16 mars 2016. Pendant plusieurs semaines, les enquêteurs de la police judiciaire fédérale belge ont détaillé, par visioconférence, tous les déplacements, les appels, les échanges entre les différents protagonistes de la cellule terroriste à l'origine des attentats. Donc il a eu aussi 19 contacts téléphoniques, 13 appels dont 4 tentatives et 2 SMS avec X entre le 17 juillet 2015 à 2h13 et le 18 juillet 2015 à 1h04. C'est ça depuis 6 jours, des heures durant. De la difficulté à exister, assise dans une salle de retransmission, à quelques mètres de la salle d'audience, face à un écran où l'on distingue, en visioconférence, derrière une table, loin, une femme masquée, dont l'identité se résume à 9 chiffres, à un ton monocorde et robotisé, égrenant des numéros, des marques de téléphone, des données de bornage, des heures et des durées. Ma voisine de droite, qui fait une thèse sur les archivistes, observe ce que j'écris au moment où je l'écris. Ma voisine de gauche, chercheuse, scrute aussi mon écran par-dessus mon épaule. Les gendarmes s'arrêtent derrière moi, regardent ce que je fais. La désincarnation me gagne. Je sens mon corps qui se révolte. Je me lève. Un jeune gendarme me somme de me rasseoir. Personne ne dit rien. Je me rassois. De ce jour-là, j'ai quitté la salle de retransmission, les écrans, et j'ai suivi le procès depuis la salle d'audience. De tous ces mots qui ont creusé leur sillon par mes oreilles, par mon cerveau et par mes doigts, je voudrais m'arrêter sur 3 d'entre eux, qui ont marqué toute l'audience. Parce qu'ils nous plongeaient tous dans l'inconfort, parce qu'ils nous dérangeaient même parfois, parce qu'ils ne collaient pas au récit qu'on aurait aimé faire. Glossaire. Le sang. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, que je lise ça ? Oui. Je ne vais pas marcher sur ce sang qui appartient sûrement à quelqu'un. Elisabeth Aboukaya, avocate de partie civile. Extrait de sa plaidoirie sur le thème des mots. De quelle appartenance s'agit-il ? De quel interdit est-il question ? Le sang nous est commun à tous et c'est pourquoi on peut le transfuser, le donner à d'autres quand il vient à manquer.
Mais marcher dans le sang, c'est autre chose. C'est marcher sur la vie, c'est marcher dans l'essence existentielle. Et ceux qui tentent de fuir, qui veulent rester en vie, ont été confrontés à un tabou qu'ils ignoraient, celui de piétiner le flux vital d'un autre. Ben oui, et ils l'ont fait. Et je pense que ce qui est le plus douloureux pour eux, et ils nous l'ont dit, c'est d'avoir eu conscience de le faire. Historique. Procès historique, inédit, le plus long de notre histoire. Que retiendra-t-on de ce procès sans précédent? Qu'en restera-t-il dans l'histoire? C'est un procès, vous le savez, historique qui s'ouvre. C'est le procès de tous les superlatifs. Marquera profondément l'histoire de Qu'est-ce qui est historique? Et pourquoi on disait de ce procès qu'il l'était? Cette question me taraudait. Alors je l'ai posée à tous mes interlocuteurs. Et là, je me suis rendu compte que ça travaillait tout le monde en réalité. Qu'est-ce que c'est un procès historique? Moi, j'en sais rien. Un procès historique, c'est un procès pour la mémoire, c'est un procès pour ceux qui viennent derrière nous, pour les générations futures. Alors il est historique par le nombre de victimes, il est historique parce qu'on est 350 avocats du côté des parties civiles, parce qu'il y a plus de 2500 parties civiles. C'est le nombre, mais est-ce que le nombre, ça fait l'histoire? Ce qui fait l'histoire, c'est la façon dont une société, à un moment, à un instant T, se confronte à ces fantômes ou à ces criminels ou à ce qui, d'un seul coup, échappe à l'entendement. Bon, le procès V13 a vraiment été annoncé, Sylvie Lindeperg, historienne, avant même son ouverture, comme un procès historique, ce qui évidemment pose problème à l'historienne que je suis, puisque c'est une manière de qualifier un événement non encore advenu. J'ai l'impression que V13 a plutôt affermi encore des choses qui étaient déjà là dans la justice terroriste, mais en termes plus historiques. Pour moi, un procès historique, c'est un procès qui change le regard de la société sur un fait, un événement. Cette notion de procès historique a été contestée par la défense. Il y a eu cette idée que le procès historique, c'était un procès politique qui ne disait pas son nom. Cette idée a été portée notamment par Martin Vett. Ce procès est un procès autoproclamé historique. Martin Vett, avocat de Salah Abdeslam. Compte tenu bien sûr, des faits qui étaient jugés, compte tenu de la très grande débauche de moyens mis en œuvre pour que ce procès se tienne. Cette dimension a été fortement mise en avant, alors que la dimension politique a été un petit peu évacuée au cours de l'audience, ou en tout cas on a tenté de l'évacuer. Alors que pour moi, ce sont les deux faces d'une même pièce. Un procès historique, oui, c'est un procès politique. À partir du moment où vous considérez que ce procès va s'inscrire dans la mémoire nationale, c'est politique. À partir du moment où vous jugez des accusés justement d'avoir commis des crimes au nom d'une idéologie, au nom de la politique étrangère de la France, au nom d'une religion, évidemment que c'est politique. À partir du moment où on est devant une cour d'assises spéciale, donc spécialement composée en matière de terrorisme, c'est aussi politique. Et vous avez cité dans votre plaidoirie une phrase de Romain Gary. Il est possible que ce qu'on appelle civilisation consiste en un long effort pour tromper les hommes sur eux-mêmes. Pourquoi ça vous a évoqué cette phrase? Parce que la justice humaine, telle qu'on la rend, oui, ça n'est qu'un vernis. Et on a beaucoup dit, là encore, que ce procès, c'était la réponse de la civilisation à la barbarie. Mais qu'est-ce qui distingue la civilisation de la barbarie? La civilisation, c'est un vernis. C'est un vernis qui est très fragile. Et c'est ce que dit, je crois, Romain Gary. Il ne suffit pas de dire on juge des terroristes selon les règles du procès équitable pour dire c'est la réponse de la civilisation à la barbarie. Il faut encore que la décision de justice qui soit rendue représente un effort et qu'on a cherché à
rendre une décision véritablement juste, qui ne soit pas le reflet des bas instincts, qui ne soit pas là pour satisfaire la colère populaire suscitée légitimement par l'atrocité des attentats commis le 13 novembre 2015, mais qui soit justement un effort, qui soit un dépassement de cela. Humanité. C'est le mot qui est revenu le plus dans la bouche des personnes interviewées, et pas dans un sens auquel je m'attendais. Kina da Silva, avocate de partie civile. J'ai eu ce besoin de dire que même dans le diable, il y a peut-être un peu d'humanité. Et voilà. Shide Arbabi, avocate de partie civile. Le mot humanité, et en plus il ressort beaucoup là, dans les médias encore récemment aussi, parce qu'on qualifie les accusés d'humains, etc. Et c'est vrai que ce mot il est marquant parce que on y est extrêmement confronté à cette humanité des accusés. Orly Rezlan, avocate de Mohamed Bakali. En tout cas, ce que je constate, c'est que même dans le pire, même à l'instant du pire, l'être humain est toujours entièrement là, avec ce qui n'est pas le pire chez lui. Cette coexistence-là est peut-être ce qui est la chose la plus troublante, c'est de constater que à côté du pire, le sentiment filial se maintient, l'amour se maintient, sans qu'un sentiment ne menace l'autre. Sophie Béanzin, avocate de partie civile. C'est vrai qu'on pourrait s'entendre à une haine froide et de ne finalement rien vouloir savoir d'eux, de ce qu'ils étaient, de ce qui les a emmenés là, mais pas du tout. Moi, j'ai vraiment des gens qui ont envie de comprendre finalement comment on en arrive là, mais vraiment dans un souci, pas de curiosité, mais je pense qu'en fait ça les répare un peu eux-mêmes aussi, où ils se disent voilà, moi je peux pas être dans la haine tout le temps parce qu'en fait la haine c'est moi que ça épuise. Ah, pour moi, l'humanisme, c'est pas la gentillesse, pas du tout. C'est une action délibérée. C'est pas un état, c'est une action, c'est un acte. Je pense qu'on est beaucoup plus passif lorsqu'on est haineux. La haine, c'est quelque chose qui vous arrive, contre laquelle vous pouvez difficilement vous défendre. L'humanisme, non, l'humanisme pour moi c'est un choix que l'on fait lorsqu'on se rend compte que c'est mieux pour soi. Le terrorisme, c'est je tue pour la cause et peu importe l'humain que j'ai devant moi, je vais pouvoir le broyer ses enfants, broyer sa mère, son père, son conjoint. C'est un déni de l'humain. Et donc, c'est l'humain qui est nié chez les victimes. Claire Josserand-Schmitt, avocate de partie civile. Avec le sentiment d'insécurité qui va les accompagner toute leur vie durant. Le fait de restaurer de l'humain à l'audience, c'est vraiment un moment capital. C'est-à-dire que pour les victimes qui se sont impliquées dans le procès, qui ont assisté à l'audience, qui sont venus tous les jours, ces échanges avec lui... Lui, c'est Salah Abdeslam. Et comme il est le seul survivant du commando du 13 novembre, au procès, il cristallise toutes les attentes. Il faut qu'il se passe quelque chose sur le terrain humain, parce que c'est une forme de restitution de ce qu'on leur a appris. Attention, tout ce que je dis, c'est pas de la solution miracle. Hein. Je vois aussi avec les années, avec l'expérience, là où les rustines vont pouvoir être mises sur les blessures qui disparaissent pas complètement. Mais on voit bien comme dès qu'il y a de l'humain, il se passe quelque chose qui est bénéfique. Et l'humanité, pour moi, elle est dans ce no man's land de l'audience là, ce petit espace-temps qui dure un instant, qui prend un peu d'espace dans cette salle d'audience là, dans le triangle là devant. Chacun est dans son camp, mais il y a un moment là, dans cet espace de débat, c'est imperceptible, ça compte pour l'accusé et la victime qui réussissent à s'entendre. Voilà. Parfois, c'est aussi à nous, avocats de partie civile, de le créer. En tout cas, si on est en mesure de le faire, il faut y aller.
Au fond, ce qui m'a le plus préoccupé, jusqu'à aujourd'hui, qui reste irrésolu, c'est cette question. Comment mettre des mots et comment raconter, comment faire le récit de ce qui n'est pas racontable? Comment mettre des mots sur l'impensable? Mais c'est racontable, tout est racontable. Tout est racontable. Mais il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps et la volonté de vouloir entendre. Oui, mais est-ce que vraiment on peut tout dire avec les mots? Ah non, mais ça dépend des registres. Si on est sur le volet de la justice, oui, on doit pouvoir tout dire avec des mots. C'est pas vrai dans l'amour, c'est pas vrai dans la haine, mais dans la justice, oui, il faut que ça passe par des mots. Comment fait-on quand les mots n'existent plus? Que les mots ne sont plus une référence suffisante? Quand on décroche du langage? À suivre sur Arte Radio.